dans Je pensais que j'étais la seule, le podcast santé qui amplifie la voix des femmes dans un système de santé patriarcal qui nous oublie, nous isole et nous fait douter de nous-mêmes. Quand notre douleur est minimisée, quand les diagnostics tardent et quand nos récits sont absents de l'espace médiatique, c'est une double peine. Je suis Maha Ghanem et j'ai créé cet espace pour briser le silence, déconstruire les tabous et faire communauté. Ici, les femmes prennent la parole, qu'elles soient patientes, aidantes, soignantes, pour dire haut et fort ce que beaucoup d'entre nous vivent en silence. Parce qu'aucune femme ne devrait penser qu'elle est seule et parce qu'ensemble, on est plus forte. Salut Juliette, comment ça va aujourd'hui? Ça va. Journée un peu rock'n'roll, mais ça va. Ouais. Je suis là. Ok, t'es là, on est là, idem. Premier jour de règle en ce qui me concerne. Juliette, je suis absolument ravie de te recevoir dans Je pensais que j'étais la seule. J'avais entendu parler de toi par une connaissance professionnelle commune, Wafa Amrich, que je salue, et qui, lorsque j'avais lancé le podcast en mars dernier, en mars 2025, m'a dit « Mais est-ce que tu connais Juliette ?» Je lui ai dit non. Elle me dit « Ah, tu dois absolument connaître Juliette, je vais vous mettre en relation. » Et donc, je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Juliette, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais? Déjà, merci à Wafa pour la mise en relation. Elle est incroyable, cette fille, depuis que je l'ai rencontrée. C'est les connexions sur connexions, donc c'est une personne ressource. Je suis super contente. Merci pour l'invitation d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Juliette Berguet, je viens juste d'avoir 48 ans. Je suis bruxelloise à la base, même si j'ai fait une petite escapade à Londres pendant 10 bonnes années. Je suis auto-entrepreneuse et je suis féministe et engagée aux questions liées à la santé, au bien-être et au développement personnel et professionnel de la femme. Magnifique. Et donc, du coup... Et accessoirement maman. D'ailleurs, là, c'est un peu la rentrée, on est en septembre. Comment s'est passé l'été pour toi? C'était chouette, un peu long, je trouve. Même si ils ont raccourci. Pour certains, c'est trop long, pour d'autres, c'est trop court. Il faut les occuper. J'en ai qu'une, mais il faut quand même l'occuper. Et entre les activités, ça a un coût aussi de partir en vacances et ça a un coût aussi de les mettre en stage. Et en termes de surcharge physique, mentale, psychologique, financière, c'est pas tout repos. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup par rapport à cette réalité-là, autant pendant l'année scolaire, autant pendant les vacances scolaires. C'est censé être des vacances pour tout le monde, mais pour beaucoup de mamans, en plus des mamans monoparentales, c'est pas vraiment des vacances si elles n'ont pas de support, de soutien, de finances. Donc voilà, c'est la réalité. On fait avec. C'est la réalité et merci de le rappeler. En effet, les vacances d'été ne sont pas des vacances pour tout le monde et notamment quand on est une femme. Merci beaucoup Juliette. Ouais. Juliette, on s'est rencontrés parce que tu es très active aussi. Wafa nous a mis en relation parce que tu es très active sur la scène du cancer, puisque tu es ce qu'on appelle une personne concernée. Est-ce que tu accepterais de partager avec nous ton parcours et ce que ça a représenté pour toi de découvrir déjà, d'avoir ce diagnostic de cancer qui est posé et puis tout ce qui s'est passé depuis parce que, et c'est ce que j'ai trouvé entre guillemets intéressant chez toi, c'est que tu connais la réalité du cancer qui ne s'arrête pas après la phase de traitement aigu, quoi. Ouais, malheureusement, je suis pas... Ou heureusement, parce que à l'heure d'aujourd'hui, je sais plus si c'est un cadeau ou si c'est une chance ou c'est une punition. Je suis passée par là, je rentre dans ma 6e année de rémission. Au moment où j'étais... mais en fait, on n'est jamais prêt. Donc, c'est arrivé... je venais d'être licenciée à mon retour de congé de maternité. Waouh! Je venais me lancer comme indépendante à temps plein. Et je venais d'être maman. Donc, je pense qu'il y a eu l'accumulation de beaucoup de choses. Je n'ai pas directement pris les premiers signes au sérieux. Parce que j'ai été consultée 1 mois après les premiers signes. Et en fait, dès que tu es diagnostiqué, le verdict tombe et tu es engagé dans une fuite en avant pour tout faire pour te sauver la vie. Donc, je suis reconnaissante d'être en Belgique. Je suis reconnaissante qu'on a un pays, qu'on a encore des systèmes de santé qui sont encore là, qui prennent en charge si c'est diagnostiqué à temps, parce qu'il y a aussi cette notion des femmes issues de la diversité qui sont souvent diagnostiquées trop tard. La maladie est déjà bien là, surtout le cancer, c'est souvent bien installé. Et ça a une facilité de se proliférer parce qu'il y a plus de 70% des cancers qui touchent les femmes qui sont hormonodépendants, en sachant que notre corps, principalement fait d'hormones, donc en soi, on les produit, on les prolifère et on les propage. Dans tous les sens du terme. Et donc, j'ai été prise en charge. On m'a sauvé la vie.
Mais on m'a laissée en situation de survie, littéralement. Parce qu'entre-temps, je m'étais lancée dans un projet entrepreneuriat d'une boutique avec des ateliers éco-responsables, durables, pour sensibiliser à la consommation. Et là, en fait, l'année de la prise en charge, j'ai délégué cette activité-là pour prendre soin de moi, parce que je ne pouvais pas être sur tous les fronts. Me soigner, prendre soin de ma fille, prendre soin de ma famille aussi, prendre soin du côté mental aussi. Donc, j'ai vraiment privilégié la survie. J'ai vraiment mis toutes les chances pour guérir, pour qu'on me guérisse. Mais à la sortie de la fin du protocole, de la prise en charge, et on vous dit, ben, on vous décharge. Tout est OK de notre côté, check. On vous voit dans 6 mois, on vous revoit dans 1 an. Et là, en fait, tu es un peu largué. Largué dans tous les sens du terme, parce que moi, j'avais une boutique qui était en berne, parce que je n'étais plus là, j'étais un peu le moteur de ce projet. Je l'ai légué auprès de partenaires et de collaborateurs et collaboratrices. Et je pense qu'il y a souvent de femmes qui traversent la maladie, qui sont porteuses de projets, qui doivent faire les choix. Et ça, son projet en soi, c'est comme son bébé. Et c'est un peu comme si tu mettais ton bébé en adoption sans trop savoir où est-ce que ton bébé va atterrir. Est-ce que ces gens vont être bienveillants? Est-ce qu'ils vont en prendre charge? Est-ce qu'ils vont s'occuper de tout? Et tu sais au plus urgent. Et donc moi, l'année où je suis revenue, Covid, mon projet considéré comme commerce non essentiel, fermé à un délai indéterminé. Je dépendais du tourisme parce que j'étais en plein centre de Bruxelles. Je dépendais de la culture parce qu'il n'y avait que des théâtres et des musées ou des cinémas. Je dépendais de l'Horeca, que des restaurants et des bars. Je dépendais du tourisme parce qu'il y a des touristes qui viennent de partout. Et là, moi, je me retrouve dans cette boutique, mais littéralement livrée à moi-même, entre 4 murs, une boutique pleine parce que je faisais beaucoup de deuxième main aussi, donc de la récup. Et là, ça a été vraiment lâche prise parce que j'ai cherché à reprendre souffle, de nouveau retrouver l'oxygène de l'après. Tout le monde est content en se disant bah, c'est bien, t'as bonne mine, t'es prête à reprendre. Mais en fait, t'es pas prête à reprendre parce que t'as pas encore assimilé ce que tu venais de traverser et tu n'as pas encore assimilé que l'après est beaucoup plus flagrant et beaucoup plus dur que le pendant. Parce que pendant, t'as les médecins qui sont là, t'as les infirmières qui sont là, t'as ta famille qui sont là, t'as tes amis qui sont là, tout le monde est là. Hein. Mais après, ben pour eux, l'envie ne s'est pas arrêtée, mais la tienne, oui. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis retrouvée. J'ai fait un burn-out post-cancer. C'est aussi quelque chose que très peu de gens en parlent. Mon compagnon aussi a fait un burn-out post-cancer 1 an après ma prise en charge. Et ça aussi, très peu de gens parlent des patients aidants, des aidants proches, qui portent énormément. Et à la fin, ils terminent la course exténués tout autant que nous. Et là, je me suis retrouvée mais face à cette réalité des personnes, surtout des jeunes femmes qui traversent la maladie et qui sont en phase de développement. Que moi, j'avais la petite quarantaine et j'ai beaucoup de ce cas de figure entre les jeunes femmes de 20 ans et les femmes de 40 ans. Et c'est pas que le cancer, hein, c'est tout type de maladie. En fait, quand tu es arrêté en plein fouet, quand tu es prêt à prendre ton envol, Ouais. c'est beaucoup plus dur. D'autant plus si tu n'as pas assez d'économies sur le côté, si la maison n'est pas déjà payée, si tu n'avais pas un réseau assez solide pour te porter, pour t'accompagner. Je pense que la maladie est toujours, surtout le cancer, c'est encore codifié fin de vie, personnes âgées. Et en fait, tout ce que moi on me proposait, c'était que des soins, alors que moi, j'avais besoin de solutions. Et ces solutions-là, je ne les ai pas trouvées. Autant au niveau entrepreneuriat, parce que je suis repartie, j'ai repris le chemin de l'école. Alors, Juliette, je me permets de t'arrêter parce que tu nous as dit Ouais, tellement de ouais. choses importantes. Tellement. Tellement de choses importantes. Déjà, j'aimerais commencer avec une timeline, si c'est OK avec toi. Donc, parce que tu parles de Covid, et ça, Ouais. c'est très important qu'on revienne là-dessus aussi, puisque tu étais indépendante, et ça veut dire, bah, c'est à toi tu crées ton propre emploi et tu crées tes propres modalités économiques pour vivre dans ce monde. Donc, quand est-ce que tu as déjà ressenti les premiers symptômes? Quand est-ce que tu as eu le diagnostic et quand est-ce que tu es entrée en soins? Si tu peux nous resituer en termes de temps. Ouais. L'année après la naissance de ma fille, pendant 1 année, j'étais indépendante à temps plein. En jonglée entre ma fille, parce qu'elle n'avait pas de place à la crèche, parce que je venais de me lancer comme indépendante, donc du coup, je n'étais pas prioritaire au niveau crèche. Ça, c'est aussi une réalité. Et du coup, là, on est en quelle année? En 2018. En 2018. Donc, 1 an après avoir eu toi, ta fille. Donc, toute l'année 2000. Ouais, ma fille avait, quand j'étais diagnostiquée, elle avait 15 mois. OK. Et donc, pendant 1 année, j'ai jonglé entre maman à plein temps et indépendante à temps plein. Les premiers signes, je pense qu'ils se sont déclenchés en octobre, le mois de sa naissance, quand elle a eu ses 1 an. C'est les ganglions enflés, Oui. mamelons enflés
J'avais déjà eu des ganglions et des mamelons enflés. J'avais déjà fait des ponctions à l'époque. Et même si je n'étais pas à risque, parce que j'ai pas de cas direct de cancer du sein dans ma lignée directe, ça s'était avéré que c'était hormonal. C'était lié au stress, à l'angoisse, au rythme de vie. Donc j'ai mis ça sur le compte en me disant, ben voilà, j'ai été licenciée, je suis devenue maman, je me suis lancée comme indépendante, ça fait beaucoup. Donc j'ai reporté ça jusque décembre où ça commençait, au lieu de s'estomper, ça augmentait en termes de douleur au niveau des ganglions. C'était vraiment au niveau en dessous des bras où j'avais vraiment plus de douleur, où je sentais vraiment la masse. En décembre, je me suis dit: «Bon, de toute façon, c'est la période des fêtes, Noël, je vais pas aller appeler mon gynéco». Je savais très bien qu'il allait pas répondre parce qu'en général, à Noël, il est en mode: «Je suis là que pour celles qui accouchent. Cas d'urgence, vous allez aux urgences, à l'hôpital». Et donc j'avais mon check-up prévu pour janvier. Donc j'attends la deuxième semaine de janvier et donc en janvier, quand je vais le voir, j'allais pas le voir spécialement pour ça. J'allais le voir pour, éventuellement remettre un projet deuxième bébé en route parce qu'à 40, si tu veux avoir une famille nombreuse, en gros, il faut les enchaîner sinon, c'est mort. C'était le projet, Donc j'étais partie pour c'était le projet ça, famille nombreuse? c'était le projet OK. 2, minimum 2. Je viens d'une famille nombreuse, on est 6, donc je me suis dit: «Allez, 2 c'est bien. 1, je suis déjà contente, mais 2 ça ferait bien». Et du coup, moi, je partais dans ce principe-là de, oui, faire le check-up, le bilan et j'ai dit: «Bah, by the way, j'ai cette boule au niveau de la poitrine et j'ai cette, boule aussi au niveau, des ganglions. Ça serait bien aussi de checker». Et en fait, directement, je vois sur son visage, je me dis: «Avant qu'on commence quoi que ce soit, projet bébé, je te fais une prescription, tu vas aux urgences Ah ouais? pour qu'ils te prennent et qu'ils te fassent une mammo pour être sûr. Et alors après, on voit, on en discute». Donc je vais dans la semaine, j'ai eu de la chance où j'ai pu avoir un rendez-vous en urgence, à l'hôpital où ils prêtent. Donc ils m'ont pris pour une mammo et en fait directement, tu vois sur les visages des gens, ils me disent: «Ben, ça serait bien que vous reveniez demain Mmh. pour une ponction». Donc je reviens le lendemain et là, la ponction, tu vois sur leur visage qu'il y a un truc qui va pas, mais bon, eux sont juste là pour faire l'examen, ils ne peuvent pas te donner les résultats, donc il faut attendre de voir le médecin, Le résultat. les résultats. Et en fait, directement, suite à la ponction, donc mon gynéco est prévenu et là, on me prend un rendez-vous pour aller voir l'équipe oncologie à l'hôpital, mais sans prononcer que c'est déjà un cancer. Et en fait, pour mon compagnon, quand je lui ai dit, pour lui, dès le départ, c'était ça. Il n'est pas passé par 4 chemins. Moi, j'étais encore un peu dans le déni. Oui. «Mais non, tu sais, on a déjà fait une mammo, on a déjà fait une écho, on a déjà fait une ponction auparavant, c'était, hormonal, ça va partir, je dois me ménager, lever le pied». Donc là, en janvier, 2 semaines, je pense, après, la mammo et la ponction, le résultat est tombé. Rendez-vous avec l'équipe d'oncologie à cet hôpital et là, ça a été le coup de massue parce que j'étais loin de me douter que ça allait être ça. J'étais pas prête. Je crois qu'on est jamais prête. J'étais encore dans le déni, pour te dire. Et en fait, j'ai été avec mon compagnon, j'ai dit: «Écoute, je pense pas aller à ce rendez-vous, je le ressens pas ce rendez-vous, il faut que tu viennes avec moi». Et en fait, il est venu, il a bien fait de venir avec moi parce que, c'était un hôpital plutôt, néerlandophone, donc la majorité du personnel est plutôt néerlandophone. Le protocole était en néerlandais, on comprenait rien. Le médecin, l'oncologue qui nous a reçus, sa première langue maternelle est le néerlandophone, donc il y a des termes en français, il y a des termes en néerlandais qui n'ont pas la même consonant et qui n'ont pas la même tonalité et qui n'ont pas la même signification. Et là, c'était en mode: «Bah oui madame, voilà, vous avez un cancer, c'est assez agressif, c'est stade 2, il faut opérer, il faut enlever le sein». Heu, OK, waouh, vous permettez? On peut avoir les résultats? On va réfléchir et on reviendra vers vous. Oui, mais il faut pas trop traîner, hein. OK. Du coup, on rentre et là, ouais, là, tu fonds en larmes, quoi. Tu es, en mode: «Ça y est, c'est fini». C'est J'étais pas combative, à la nôtre parce que voilà, je me faisais énormément de la peine pour ma fille, mais même pas pour moi, hein, pour ma fille et mon compagnon. Bah, bien sûr, ta fille, elle a 1 an, quoi. Elle a 1 an et demi à ce moment-là. Ah ouais, ouais et là, en fait, j'ai demandé, j'en ai parlé à mon généraliste, j'en ai parlé à mon gynéco et ils m'ont tous les 2 dit: «Cet hôpital-là est très bien pour certaines choses, mais nous, si c'était notre femme, c'est pas là qu'on l'enverrait, c'est dans un autre hôpital». Parce que là, ils sont vraiment plus à la pointe et aussi c'est francophone, donc ça ferait bien que vous compreniez aussi ce qui vous arrive. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que j'ai eu plusieurs cas de figure de personnes qui ont été dans cet hôpital-là pour des cancers
des personnes issues de la diversité. Et je pense qu'il y a aussi cette notion, il faut sentir le feeling dès le départ. Je ne veux pas dire le nom de l'hôpital parce que c'est pas ça le but, mais je dis toujours aux gens, demandez un deuxième, voire un troisième avis Absolument. et suivez votre feeling. Et il faut que vous compreniez un minimum parce que c'est votre vie qui est en jeu. C'est vraiment une question de vie et votre vie a de la valeur. Donc, et pas tout prendre pour argent comptant. Challenger, remettre la parole du médecin aussi, poser des questions. Et ça, je pense que c'est aussi une question de culture, puisque ma mère, pour elle, je suis hautaine, parce que je remets un peu en question la parole des plus hauts. Du Eux, ils ont médecin. fait des études, Eh oui, des sachants, mais c'est ça. eux savent mieux. Et je dis, mais maman, c'est ma vie, c'est mon corps. Donc, je suis désolée, j'ai besoin de savoir. Exactement, exactement. Merci Juliette pour cette mise en perspective. Donc pour revenir dessus encore une fois, tu es employée quelque part, tu tombes enceinte, à ton retour de congé maladie, tu es licenciée. Déjà ça, waouh. Puis tu te lances comme indépendante dans un magnifique projet d'environnement et de consommation responsable. Et au 1 an de ta fille, tu vois voilà ces ganglions, notamment au niveau du bras, qui gonflent. On te fait des premiers examens, on te dit c'est hormonal, c'est le stress, il faut vous détendre, madame. Voilà, je pense que toutes les femmes ont entendu ça hein, dans leur parcours de soins. Il faut vous détendre, ça ira mieux. Et puis, au mois de janvier, tu vas consulter ton gynéco parce qu'entre-temps, comme tu dis, bah voilà, tu dois t'occuper de ta boutique, de ta fille. Les vacances de Noël arrivent, tu sais que ton gynéco, à ce moment-là, il ne prend que les femmes sur le point d'accoucher. Sinon, il les envoie aux urgences. Tu le vois, tu lui parles de tes symptômes, lui t'écoute. Donc déjà, voilà, super. Et lui, pour le coup, il t'envoie aux urgences et là-bas, on te fait passer les examens. Tu vas voir ce premier oncologue qui, avant même de poser le diagnostic et de te faire une annonce correcte, on va dire, si bien qu'une annonce puisse être faite correctement quand on doit annoncer ce genre de diagnostic, en fait, tout de suite, il te dit il faut qu'on y aille, il n'y a pas de temps à perdre, etc., etc. Et en Belgique, donc où tu résides, finalement, il y a la barrière de la langue qui est là. Et ensuite, on t'envoie plutôt vers un autre hôpital. Ton médecin te dit si c'était ma femme, je l'enverrais ailleurs. Et donc, tu vas dans cet autre hôpital qui est francophone. Et là commence le parcours de soins, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, c'est directement, en fait, dès que tu es reçu dans un hôpital et que ton protocole est validé par l'équipe, tu es prise en charge. Il y a pas longtemps, ils ont mis en place des infirmières qui sont un peu des petits anges qui accompagnent les patients dans leur parcours. Donc, elles prennent le temps d'expliquer, elles prennent le temps de prendre les rendez-vous, elles prennent le temps de guider, de réorienter pour faciliter la communication entre l'oncologue, les chirurgiens et tout le reste. Et j'ai eu de la chance, en fait. Une sorte d'infirmière référente. Ouais, c'est une infirmière On a référente. ça en France aussi, ouais. Ouais, et j'ai vraiment eu de la chance, en fait. Je suis tombée sur la petite sœur d'une de mes très bonnes amies. Et c'était vraiment, pour moi, je me rends compte que j'ai eu de la chance parce que j'avais vraiment des personnes, j'avais comme comment dire, un laisser-passer, ça sans parler. Parce que du coup, le fait de connaître, d'avoir des visages familiers et d'avoir des personnes familiers, ça te réconcilie un peu par rapport au côté froid, le côté stérile de l'hôpital, parce que tu peux parler d'autre chose que purement ton protocole, purement tes examens. Donc, elle me donnait des nouvelles de sa sœur, de sa nièce, des parents. Donc, ça rendait la chose un peu plus. En plus, elle porte le même prénom que ma mère. C'est plein de petits trucs comme ça. Qui rend l'expérience plus humaine, quelque part. Oui, ouais, vraiment cette notion de l'humain et cette notion de ne pas vivre ça seul, même si tu le vis seul, hein, tu es toi face à la maladie. Mais en fait, ça reste un milieu inconnu parce que c'est pas ton vocabulaire, c'est pas ta routine en fait. C'est pas, tu as l'habitude de te lever, d'aller travailler, de payer tes factures, mais pas te lever pour aller faire ta chimio ouais, c'est ça va vite, hein, ça va très, très vite. Et en fait, tu as même pas le temps de réaliser que tu es déjà branché à ta première chimio. Waouh. Et là aussi, pareil, on te prépare pas à ça. On te prépare pas. Tu vois ça dans les films, hein, mais tu sais pas c'est quoi. Et personne ne parle réellement de la réalité. C'est quoi une chimio? En fait, c'est quoi les effets secondaires? C'est quoi les étapes par lesquelles tu vas passer? Et ça, j'ai un peu, pour moi, après, j'ai eu beaucoup de colère par rapport à ce que je venais de traverser, parce que c'est comme si je connais des gens qui ont eu le cancer, des personnes plus âgées,
Après, j'ai découvert qu'il y a plein d'autres gens qui l'ont eu à le même âge que moi, des amis de la famille, des proches, des amis de mes sœurs, et qui en ont pas parlé, qui l'ont même caché. Et je me suis dit: «Mais attends, tu aurais pu m'en parler, tu aurais pu me préparer, tu aurais pu m'initier». Moi, c'est ce que je fais maintenant, c'est un baptême, j'ai passé le baptême, c'est un peu comme à l'UNIF. Tu passes le baptême, après tu peux donner conseil à ceux et celles qui passeront après toi pour leur dire en éclaireuse. Et je me dis: «Mais c'est dingue» parce que tu vois ça dans les films, mais dans les films, c'est pas ça quoi, c'est autre chose, c'est encore oui, tu vois les femmes perdre leurs cheveux, oui, tu les vois, on leur reconstruit leur sein, mais la réalité, c'est pas ça. Ou alors on le dit pas parce qu'on a peur que les gens se disent: «Bah, en fait, je veux pas y aller». Je préfère ne pas savoir. Bah, il y a des gens aussi qui choisissent de ne pas savoir, mais pour moi, c'était un minimum de fiches qu'on me dit de si tu fais ça, ça va t'aider à aller mieux ou si tu vas vers cette telle et telle alternative, en fait, tu pourras te porter mieux. Il y avait pas cette notion d'ouvrir les perspectives et surtout de t'impliquer dans ce projet. C'est un projet, hein, en soi. Que la survie, c'est un projet. Mais c'est un projet, survivre, c'est un projet, c'est un vrai projet. Oui, 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 oui. Ne l'oublions pas. Et en fait, eux font leur protocole, tu as ton cahier de charge, tu as ton cahier de route, c'est un peu comme une maison. Chacun sait ce qu'il doit faire, où, quand, comment, mais on t'invite pas à la table des négociations. Ouais. T'es juste un numéro, un nom, et tu suis parce que tu leur fais confiance. Et ça, c'est aussi super important de faire confiance à son équipe, mais il faut que ton équipe t'implique aussi. Et il faut que l'équipe soit aussi ouverte à tes questions, soit aussi ouverte à te rediriger si c'est des choses pour lesquelles ça ne rentre pas dans leur cadre et ça ne rentre pas dans leur expertise. Et ça, c'est aussi aux patients de prendre cette responsabilité et de ne pas tout prendre à la lettre et aussi de oser. Et ça, je pense que les générations avant, le médecin est vu comme un dieu, du moins dans ma communauté, dans ma famille, le médecin, elle est docteur, il est docteur, alléluia, amen. Non, c'est aussi un être humain, C'est ça. avant tout. Et toi, tu as Il n'a pas la l'expertise science de ton corps. infuse. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, je trouve qu'il y a vraiment cette notion de prendre. Et je dis à mes patientes, à mes membres, je leur dis, posez les questions. Si vous n'êtes pas sûr, enregistrez. Si vous ne comprenez pas, écrivez. Demandez un deuxième avis. Et sinon, vous le partagez et on le partage entre nous. Parce qu'il y a sûrement une personne qui a vécu un cas similaire ou qui a eu une mésaventure avec tel médecin. Je pense que c'est vraiment une question de santé publique. Exactement. Que notre expérience puisse servir à d'autres. Et je pense que depuis la nuit des temps, si on est là où on est aujourd'hui, c'est qu'il y a des femmes et des hommes aussi qui ont pris cette responsabilité d'ouvrir le débat et d'élargir Et de partager. le scope pour que tout le monde soit inclus dans ce projet, parce que c'est vraiment un projet. Et bien, c'est pour ça que le podcast existe. Donc vraiment, merci. Je suis d'autant plus ravie de t'avoir ici que je sais à quel point ça te tient à cœur de pouvoir parler de ce genre de choses publiquement, de ces épreuves publiquement. Et je sais, effectivement, on en avait parlé, la colère que tu as ressentie, où on t'a pas préparé à ça, alors que des personnes étaient passées avant toi par ces étapes-là, quoi. Et donc, vraiment, merci beaucoup de partager tout ça avec nous. Donc, comme tu disais, tu arrives à l'hôpital, on te dit ce qui doit être fait. Tu arrives quasiment attaché à la chimiothérapie sans... Voilà. Parce qu'effectivement, dans les films, en fait, nous, on pense que c'est parce qu'il faut couper dans le film et que ça doit durer un certain laps de temps. Mais en vrai, toi, tu dis, quelque part, c'est aussi une réalité de... T'es dans le cabinet du médecin un jour et le lendemain, t'es attaché à une machine et tu reçois ta chimiothérapie, quoi. C'est aussi une réalité du terrain. Et du coup, à ce moment-là, comment ça se passe pour toi? Tu parlais de, voilà, c'est un projet, la survie. Comment ça se passe pour ta boutique? Comment ça se passe pour ta fille? Comment ça se passe avec ton conjoint? On parlait des proches aidants. Si on peut un peu revenir sur tout ça. Moi, en fait, dès le départ, j'ai eu un électrochoc. Quand j'ai accepté, en me disant, voilà, c'est un cancer, j'ai informé tout le monde. La veille, je crois 2-3 jours avant de rentrer à l'hôpital, j'ai convié toutes mes copines, parce que j'ai beaucoup de copines qui sont mamans aussi, des femmes entrepreneuses, indépendantes, qui bossent comme des folles. Je leur ai dit, ben voilà, on va manger au resto, on va danser, parce que j'ai envie de faire la fête. Et je leur ai annoncé. Et c'était vraiment pour leur dire, les filles, je suis là aujourd'hui, prenez soin de vous, votre santé, tout. Vous aurez pu monter les grades dans les boîtes, être responsable, lancer vos projets, mais si votre santé n'est pas votre priorité numéro 1, ben en fait, vous allez servir à rien, vous allez être utile à personne, même pas pour vous. Et je leur ai directement impliqué pour qu'elles prennent aussi cette notion de se dire, mais en fait, si ça m'arrive à moi, ça peut aussi leur arriver à elles.
Même si c'est la pire des choses que je peux souhaiter à quelqu'un, c'est de traverser cette épreuve. Mais pour aussi leur faire prendre conscience du fait déjà qu'on n'en parle pas dans notre communauté et qu'on le vit un peu caché et ça reste un peu comme une honte. Ma famille aussi, je les ai tous confondus. Je me permets de t'interrompre. Quand tu dis dans notre communauté, tu veux dire la communauté africaine et afrodescendante? Africaine et afrodescendante. Ok. Et auprès de ma famille, quand je l'ai annoncé à mes sœurs, parce que j'ai 3 sœurs, 3 grandes sœurs, j'ai ma mère, j'ai des tantes à n'en plus finir, des nièces à n'en plus. J'ai majoritairement de femmes dans ma famille. Quand je leur ai annoncé, elles étaient toutes en train de pleurer. C'est un peu comme si j'étais déjà morte. J'étais là, non, je suis encore là parce que. Ouais. Et en fait, maintenant, avec j'ai des souvenirs des tantes qui sont venues de l'Afrique, qui avaient le cancer et qui sont mortes parce qu'elles ont été diagnostiquées beaucoup trop tard. Et il y avait ces pleurs en permanence. Et en fait, comme j'étais petite et qu'on n'en parlait pas, quand je posais des questions, on disait c'est pas des sujets pour les enfants. On nous mettait dans une pièce à part, les enfants restent avec les enfants. On nous impliquait pas, on nous en parlait pas. Donc, j'ai vécu cette scène et je revois encore ma tante Marc qui est venue. Elle était déjà quasiment en stade final. Elle a souffert, elle a martyr, cette dame. Elle en est morte. Et je me suis dit non, moi je suis là, hein. Mon père a eu l'électrochoc aussi pour leur dire c'est bon, vous arrêtez, vous séchez vos larmes, elle n'est pas encore morte, elle a besoin de vous, soyez plutôt utile. Et c'était la première fois que j'entendais mon père élever la voix parce qu'il est minoritaire dans la famille, parce qu'il n'y a que 3 hommes, lui et mes 2 frères. Et en général, c'est les femmes qui décident, eux, ils ne veulent pas. Du coup, là, c'était OK. Si lui, il lève le ton, c'est que c'est sérieux. Et en fait, je leur ai dit, moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour ma fille, pour aller la déposer à la crèche, pour la récupérer. À ce moment-là, j'avais une place à la crèche finalement. Pour la récupérer à la crèche, pour pas qu'elle rate les anniversaires des cousins et des cousines. Moi, il y a des fois, je serai pas là, je serai à l'hôpital. J'ai envie que ma fille soit pas en mode livrée à elle-même. Peut-être que son père travaille, après il va aller me déposer à l'hôpital, il va me récupérer. Donc, soyez là pour réellement être là. Pour du vrai, hein, pas juste en mode je t'envoie un message. Et je leur ai dit, moi, je veux pas y aller seule. Et en fait, je me suis rendu compte que je viens d'une famille nombreuse, mais on n'a jamais pris le temps de parler. Parce qu'à chaque fois quand on se voit, c'est des anniversaires, c'est des enterrements, c'est des mariages, toujours la fête, il y a toujours du bruit, il y a toujours du monde. Et tu prends pas ce temps de discuter réellement avec les gens. Et du coup, j'ai fait mon agenda et je dis, voilà mon agenda, voilà le nombre de chimio, voilà le nombre de rayons, voilà le nombre d'interventions. Et en fait, il faut chaque fois qu'il y ait quelqu'un, soit me déposer, soit me récupérer, soit rester avec moi. Et chaque fois, j'allais avec une personne différente. À l'hôpital, ils étaient là en mode, mais c'est qui tous ces gens? À chaque fois, je me dis, c'est qui ma tante? C'est qui ma soeur? C'est qui ma nièce? C'est qui c'est mon compagnon, mon père? Je crois que ils sont tous passés. Et c'était important pour moi aussi, qu'ils le vivent aussi. Pour que je ne sois pas la seule à le vivre. Pour ne pas chaque fois devoir répéter. Et passer du temps aussi avec eux. Et donc, j'ai partagé. Et donc, ton père, voilà, lui, il décide qu'il faut arrêter de pleurer et il faut se mettre au boulot. Parce que comme tu disais effectivement au début, il y a des retards de diagnostic de toute façon pour les femmes africaines et afrodescendantes. Et donc toi, beaucoup de tes tantes qui sont venues d'Afrique, je ne sais pas de quel pays. Du Congo. Et même d'ici aussi, hein. J'ai la grande sœur de mon père. Ah, et même en Belgique. Oh ouais, j'ai la grande sœur de mon père qui est malheureusement morte d'un cancer du sein qui s'est généralisé et qui a terminé en cancer des os, cancer, elle a eu la totale. Waouh. Ok. Et donc, vu que c'est les retards forcément avec des retards de diagnostic et des diagnostics plus tardifs, eh bien, le pronostic vital est beaucoup plus engagé. Et donc, elles en sont décédées. Ouais. Donc, c'est un petit peu déjà la vision qu'avaient ta mère, tes tantes et les femmes de ta famille, quoi. Oui, je pense dès que tu annonces à quelqu'un, du moins dans mon entourage, ce cancer, c'est la mort. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. Et donc, du coup, ton père dit, elle n'a pas besoin de vous comme ça, il faut se reprendre. Ouais. Il les a tous secoués. Et là, en fait, c'était action. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi tu as besoin? Je suis reconnaissante pour ça parce que j'ai vraiment eu le temps de passer du temps avec mes sœurs. Mes sœurs ont été un peu mes deuxièmes mamans, troisième, quatrième mamans parce que ma mère, quand on est arrivé, mais même déjà depuis le Congo, quand on était petits, ma mère travaillait énormément et mon père aussi. On était toujours conviés à la famille, les tantes, les cousins, les cousines, mes sœurs, mes grandes sœurs, qui étaient un peu des petites mamans pour moi. Et là, elles ont été des petites mamans, même pas plus que ça, parce qu'elles étaient maman pour moi et maman pour ma fille. Ouais. Elles travaillaient toutes les trois dans le milieu hospitalier, auprès des personnes âgées. Elles m'ont maternée, elles m'ont couvée, elles m'ont lavée, j'ai l'impression d'être de nouveau un petit bébé, leur petite sœur. Je connais bien. Et je me suis laissée faire parce que voilà, t'as
ton intimité, tu as aussi ce côté, tu es une femme, tu es plus un bébé, mais tu dois accepter. Bref, on t'a pas le choix. Tu sais même plus te lever de ton lit, tu sais même plus, tu sais même plus t'habiller, tu sais même plus manger. Tu pas le choix, tu acceptes. T'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Je suis absolument d'accord et je sais que pour moi, quand le diagnostic de la sarcoïdose est tombé et donc j'ai passé, comme tu le sais, 2 ans au fond de mon lit, c'est exactement ça. C'est tu te fais laver, tu te fais nourrir à la cuillère. Alors moi, on me donnait mes médicaments en maison, mais j'ai beaucoup croisé de personnes, atteintes de cancer puisque j'ai fait de ce qu'on appelle les TEP scans, donc les scanners aussi, complets avec contraste du corps. Et c'est vrai que, tu te sens plus comme un être humain, en fait. Tu te sens plus comme la personne indépendante, et adulte que tu étais auparavant. D'un coup, tu es un corps et quelque part un puzzle à résoudre pour les médecins et puis pour tes proches et tout le monde fait de son mieux. Attention, hein, c'est pas du tout une critique. Tout le monde fait de son mieux. Les proches aussi entrent en mode survie et sont là, ils te nourrissent, ils t'emmènent, aux toilettes, ils te lavent aux gants, enfin, tout ça, c'est aussi une réalité dont on parle, assez peu, quoi. Ouais. Effectivement et c'est à la fois, c'est pas facile pour eux et à la fois, c'est pas facile pour toi et moi, malheureusement, je l'ai vécu des 2 côtés. Je l'ai vécu pour moi en tant que patiente et puis ensuite avec ma mère en tant que son aidante, quoi. Mmh. Parce qu'on n'en parle pas suffisamment aussi. Ça fait des nœuds au cerveau, comme je dis. Ça fait des nœuds au cerveau Ouais. et donc du coup, tout ça entre, en action pour toi, j'ai envie de dire et donc la chimiothérapie, c'est combien de temps? C'est, voilà, toute cette période-là? J'ai des trous de mémoire, hein. Je pense que je suis arrivée à faire, mémoire sélectif. Je pense que j'ai eu une bonne vingtaine de séances de chimio, parce que c'était hormonodépendant et donc du coup, il faut, faire en sorte que, ça se prolifère pas. Après ça, j'ai eu l'intervention parce que c'était quand même une belle petite masse et que les ganglions sentinelles étaient touchés. Après la chimio, c'était vraiment pour faire en sorte qu'elle, rétrécisse à un maximum pour pouvoir l'opérer et après les chimios, j'ai eu l'intervention et là aussi l'intervention, en fait, j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations, un peu plus d'accompagnement parce que par en gros, je pense que le cancer du sein est un des cancers le plus diagnostiqué aussi. On ne te propose pas 36 000 options. Ouais. Moi, c'était, bon, on vous opère, on reconstruit au cours du même intervention, parce que voilà, je pense que c'est aussi une question d'économie, de personnel et Waouh! économie pour l'hôpital. On m'a enlevé la tumeur, on m'a enlevé une partie de mon sein et on m'a directement reconstruit. Sans te demander ton avis, si tu voulais la reconstruction? Si, en fait, OK. on m'a proposé on m'a instinctivement proposé la reconstruction et on m'a pas proposé qu'il y avait différents types de reconstruction et qu'il y a des personnes qui choisissent de ne pas te faire reconstruire. Du coup, tu pars un peu dans ce projet où tu as envie d'avoir ce que tu as eu avant. Donc tu te dis: «OK, c'est Ouais. peut-être la meilleure des solutions». Le fameux avant. Oui, ils savent mieux que moi, donc tu acceptes. Sauf qu'il y a plusieurs options de reconstruction. Il y a la prothèse, qui est peut-être la plus facile, parce que du coup, on remet une poche là où le sein n'est plus. Il y a le lipofilling, où on prend ta graisse pour te réinjecter, qui est pour moi la phase la plus naturelle, mais ça prend plus de temps, parce que ça doit se faire en plusieurs interventions. Et il y a le dip, où ils te prennent une partie de l'embout de ton corps, en général, c'est au niveau dorsal, pour reconstruire ta poitrine. Non, il y a 4 options. Il y a l'option où tu te dis: «L'enlever, je veux plus rien, je vis ma vie comme ça». Donc voilà, moi je me suis fait reconstruire, en pensant que c'était la meilleure des solutions. Sauf que après la reconstruction, j'ai eu des rayons pour être sûre qu'il y ait plus rien qui reste et en fait, tu minimises les rayons. Tu te dis: tu vas, tu passes sous la machine, mais ça ira mieux». Et ça ira mieux. Mais en fait, pareil, tu vois ça dans les films, mais en fait, les rayons, c'est pas juste une partie, où tu es là allongé moins de 5 minutes sur une table, et c'est bon. Tu as aussi cette, notion aussi, en fait, à plusieurs étapes pendant ce processus, j'ai eu, des discriminations par rapport au fait que je suis une femme, une jeune et aussi que je suis issue de la diversité. Au rayon, je me rappelle un des techniciens qui était censé m'informer comment ça allait se passer, elle m'a dit: «Ah mais c'est bon, vous avez la peau foncée, vous allez pas trop, il y aura pas trop d'impact sur votre peau». Attends, c'est pas parce que j'ai la peau foncée que les rayons vont pas me cramer. J'ai été cramée. Donc du Waouh! coup, tu dis: «Bon, j'ai la peau», tu crois, toi-même tu te le dis: «Ah, je vais résister, ça ira». Waouh! Donc voilà, après tu dis, après quand tu vois, tu dis: «Mais je suis cramée là».
je suis cramée. Et là, tu te commences à... Et les crèmes qu'on te propose, mais ta peau a une autre consistance, ta peau a une autre texture, ta peau a besoin de plus d'hydratation parce que tu as été éduquée à s'hydrater depuis que tu es petite. Donc, du coup, C'est ta peau a ça. d'autres besoins. Et la météo ici, moi, je sais que quand je vais au Congo, j'ai pas besoin de m'hydrater. Je suis hydratée naturellement. C'est Mais ça. quand je suis ici, ma C'est peau a ça. besoin d'être hydratée, sinon elle est toute sèche, elle est craquelée, elle est blanche. Moi, j'ai envie de la texture. Donc, le temps de trouver quelle crème est compatible pour... tu perds un peu... en fait, tu te rends compte que suivant la personne sur qui tu tombes, ils n'ont pas cette connaissance par rapport aux d'autres types de peau, d'autres complexités de la peau. Mais c'est ça. Et donc, il y Mais c'est a... ça. Moi, j'allais même dire, qu'est-ce qui lui permet de dire à ce technicien que puisque tu as la peau foncée, ta peau, ça va pas cramer, d'où ça lui vient? Mais je pense que c'est une ignorance par Mais rapport à c'est ça, l'autre. c'est ça. Et aussi, c'est peut-être le corps médical aussi à leur inculquer cette notion que chaque personne est différente, même par rapport à la notion de la douleur. Donc, j'ai passé les rayons, mais je pense que les rayons étaient beaucoup plus fatigants parce que c'est tous les jours, Waouh. 5 jours par semaine pendant, je sais plus, un bon mois. Après ça, en fait, j'ai fait un rejet de la prothèse. Et ça, c'est un cas parmi... il n'y en a pas beaucoup. Donc, du coup, avant qu'ils te prennent en charge réellement par rapport au fait que tu dis qu'il y a un problème avec cette prothèse, on minimise. Ah non, c'est rien, c'est normal. Il faut que le corps s'adapte. Donc, j'ai galéré aussi pendant quelques mois où j'avais des douleurs. Je faisais des pics de fièvre. J'avais ma peau qui était enflée. J'ai l'impression que ma poitrine allait exploser. J'allais aux urgences tous les jours jusqu'au jour où j'arrive. Et en fait, à chaque fois, on me faisait une incision pour enlever l'excès de liquide qui se mettait au niveau de la prothèse. Waouh. Et ça allait. En fait, je sentais mon niveau de réceptivité par rapport à la douleur. On te dit toujours la douleur entre 1 et 10. Donc, les premières fois où je leur ai dit, il y a un problème avec cette prothèse et qu'on m'a dit, mais non, c'est rien, Ouais. c'était peut-être à 2. Et là, quand j'ai terminé, parce que j'allais tous les jours, je suis là, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Non, tout va bien. Quand je suis retournée la dernière fois pour leur dire, il y a vraiment un problème, l'infirmière, elle faisait exactement le même protocole qu'elle faisait toutes les semaines pour enlever l'excédent de liquide qui s'était amassé au niveau de la prothèse. Et là, en fait, elle m'a incisé à vif parce que c'était vraiment, on te coupe la peau à 10. Et là, je me suis littéralement fait pipi dessus. Et j'ai crié, je crois que j'ai eu un cri, mais tout le monde a entendu dans le couloir. Et là, elle a dit, ouais, il y a un problème. Donc, elle appelle le chirurgien, encore une chance pour moi ce jour-là, parce que chaque fois quand j'allais, le chirurgien n'était pas dispo, il était en salle d'op ou il était dans un autre hôpital, donc je ne pouvais pas le voir. Je voyais ses collègues, je voyais les infirmières, je voyais plein d'autres personnes, mais je ne voyais pas la personne concernée. Et là, en fait, il est sorti du bloc d'op, ils l'ont appelé, ils m'ont dit, Madame Berrier est là et il y a un problème. Donc, il est monté et il m'a vu. Il m'a dit, ouais, il y a un problème. Mettez-la demain en première heure, faites d'op, je l'opère. Et donc, là, il me donne des anti-inflammatoires, antidouleurs puissants. Je m'endors. Le matin, à la première heure, j'étais en bloc. Il me l'a enlevé et ça fait 3 mois que je vous dis qu'il y a un problème. Et c'était ça le problème. Je le sais. Je le sais. Qui mieux Waouh. peut dire qu'il y a un problème par rapport à son corps que soi-même? Soyane, écoute, un minimum. Et là, je te dis, mais c'est dingue. J'aurais peut-être été d'une autre, je sais pas moi, blanche. J'aurais peut-être... Il y a toutes ces choses qui travaillent dans la tête parce que tu lis ça, tu entends ça. Bien Et comme sûr. ça ne t'arrive pas, donc du coup, tu dis, mais non, ça ne m'arrivera pas. Ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'à ce que ça te tombe dessus. Ah ouais, non, là, tu as été vraiment... Ah, mais c'est horrible. Et vraiment, Juliette, je suis désolée que ça te soit arrivé. 3 mois de souffrance, de douleur, où on te dit ça va, ça va, ça va. Et moi, déjà, ça, c'est moi qui ai mal dans mon corps. Comment est-ce que toi, tu peux me dire que ça va? Comment est-ce que toi, est-ce que tu as vécu ça? Comment est-ce que toi, tu peux me dire que c'est normal? Et ça, je trouve ça absolument, ce manque d'empathie et d'écoute de la douleur des femmes qui est aussi pour ce pourquoi le podcast existe, quoi. Ok, et donc 3 mois comme ça, finalement, comme tu dis, tu t'es fait pipi dessus tellement ça t'a fait mal, quoi. Ah ouais. Vraiment. Ah, la notion de la douleur... Et donc finalement, le chirurgien, enfin, il prend ça au sérieux, j'ai envie de dire. Ouais. Et tu es à nouveau opéré. Et là, c'est quoi? C'est la délivrance, j'imagine. Ouais. Ouais, là, ça a été vraiment libéré, délivré, quoi. Parce que dès le départ, je savais que c'était ça. Dès le départ, je disais que c'était ça. Et dès le départ, on l'a minimisé. Et ça a été pour moi la réalité du milieu médical qui peut être très hermétique et très fermée par rapport à la place du patient et à la parole du patient, parce que tu remets en question C'est ça. un peu leur expertise. C'est ça. Et souvent, c'est des cas rares. Et leur vécu? Ils disent, vous êtes un cas rare où j'ai jamais eu ça.
C'est pas parce que tu l'as jamais eu que c'est pas possible que ça arrive. Donc, C'est ça. Et c'est des fois, tu es plus à l'écoute de ce qu'on t'a appris à l'école. Et une fois de plus, on sait que la médecine en Occident, elle est très endocentrée et elle est basée sur la physionomie de l'homme blanc. Et où, en fait, oui, c'est ce qu'on t'a appris à l'école, très bien. Mais il y a aussi le côté, à un moment, il faut aussi savoir écouter l'être humain qui est en face de toi et ne pas seulement te focaliser sur ce que tu as appris dans des livres ou ce que tu as appris dans un amphithéâtre, quoi. Et vraiment, encore en 2025, que ça se passe encore comme ça, je trouve ça d'une... J'ai même pas de mots, en fait, pour ça. J'ai vraiment... C'est même pas un scandale. Là, on a dépassé... C'est juste lunaire, en fait. C'est juste lunaire que des personnes qui se lancent dans des études pour apporter du soin, pour rétablir la vie là où elle est perdue, quelque part, eh bien, ne soient pas capables d'être à l'écoute, vraiment à l'écoute de la personne qui est en face d'eux, quoi. Dans le podcast, on en parle dans quasiment chaque épisode, et pour autant, à chaque fois, la profondeur du déni du corps médical et des professionnels de santé me laisse sans voix. Je crois que le mot que j'utilise le plus dans ce podcast, c'est « waouh ». Parce que j'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je vais dans les écoles pour sensibiliser les futurs soignants, les futures sages-femmes. Et bien justement, j'allais te parler de ça. Ouais. Eh ben super, parlons de ça du coup. Parce que toi, donc depuis tout à l'heure, on parle des spécificités quelque part, déjà de la parole de la femme qui est remise en question, et de la parole des femmes, tu dis ici de la diversité, toi en l'occurrence tu es africaine et afrodescendante. Et donc, ça t'a donné l'impulsion de créer, tout à l'heure tu parlais de tes patients dans un lapsus, où tu voulais dire membre, et donc tu as créé cette ASBL Baob, et à travers laquelle, en effet, aujourd'hui, tu vas dans les amphithéâtres de futurs professionnels de santé pour parler de tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Je vais partout, en fait, avec Baob. Et c'est ça qui est chouette, parce que je me rends compte que je n'ai pas juste envie de faire partie des stats, parce que voilà, les stats sont là. J'ai envie de faire partie de la réalité. Et surtout, j'ai envie de partager cette réalité-là. Et donner un autre son de cloche par rapport à la maladie et aussi par rapport à la réalité des patients, des aidants et des proches. En fait, Baob, je l'ai créé parce que je me suis retrouvée mise à l'écart, autant par le milieu médical, autant par le milieu entrepreneuriat, autant par la société, dans l'après. Parce que dans l'après, en soi, pour eux, tu es fixé, donc du coup, tu es prête à reprendre ta place. Sauf que ta place, en soi, tu vas jamais la reprendre. Ou si tu la reprends autrement. Si tu n'as pas les bons outils, tu n'as pas le bon réseau, tu n'as pas le bon networking, tu n'as pas les bonnes finances et tu n'as pas les bonnes personnes, tu passes énormément de temps à te perdre, à essayer de retrouver ta place. Et aussi parce que le milieu entrepreneurial, la maladie, en fait, soit tu disparais ou soit on n'entend plus parler de toi et soit tu es morte. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Parce que je me suis abonnée de nouveau après. J'étais suivre toutes les formations. J'ai essayé toutes les choses qu'on te dit. T'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et t'as suivi quelle formation? Du coup, tu perds ton temps à courir pour essayer de rattraper ce temps perdu. Et en fait, les effets secondaires du cancer, c'est quoi? Tu as des trous de mémoire, tu as des oublis, tu as des douleurs à n'en plus finir, tu as tes examens, tu dois continuer à suivre tous les X, tu as ta vie aussi de famille, tu as toutes tes réalités d'avant et tes réalités d'après. Et là, tu es là en mode, en fait, j'ai perdu, je pense... Donc moi, j'ai terminé mon traitement en fin 2019, 2020, Covid. Donc là, j'étais confinée contre mon gré. J'ai passé vraiment cette année Covid comme un poisson rouge à tourner dans mon bocal, à essayer de qu'est-ce que je fais. 2021, c'est là que j'ai créé Baob, parce que je me suis rendu compte que à vouloir reprendre ce que j'avais avant, c'est mission impossible. J'ai quand même essayé parce que j'avais mis toutes mes économies dans cette boutique. Bien sûr. J'avais mis toute mon énergie. Je m'étais projetée avant de tomber malade. Et il y a cette notion, en fait, tu as envie de reprendre des choses là où tu les as laissées. Sauf pour me rendre compte que les habitudes des gens ont changé. Ils sont tous abonnés sur Internet. Le côté durable, c'est plus vraiment leur priorité. Ça a un coût. Et les gens, ils ont juste besoin de manger et payer leur électricité, et payer leur maison avant d'aller s'acheter des choses un peu superficielles en soi. Parce que voilà, un jeans bio, écolo à 120 €, t'achètes deuxième main ou t'achètes son Vinted. Les habitudes des gens ont changé énormément pendant Covid. Et du coup, j'ai répondu à des appels à projets, à non plus dormir la nuit. J'ai été pitchée pour faire connaître le projet. Et là, chaque fois, les gens te regardent et disent « Mais t'étais où ?» Et tu dis « Voilà, j'ai eu un cancer. » Ah. Et ouais, en fait, il faut même eux te mettre dans une case et ils t'enterrent. Tu dis « Mais je suis encore là !» Ouais. Et je me suis rendu compte que ma réalité n'était plus la leur et mes besoins n'étaient plus les leurs et mes priorités non plus.
Et du coup, j'ai d'abord alerté donc tous les systèmes, toutes les structures d'accompagnement pour les femmes entrepreneuses. On nous pousse à nous lancer comme des bons petits soldats, mais on ne te donne pas les bons outils pour faire face à l'adversité, le digital, gérer les réseaux sociaux, être agile, pouvoir... Mais non, on ne te prépare pas, tu l'apprends sur le tas, tu l'apprends sur le terrain. Les gens qui te donnent toutes ces instructions, ces injonctions même, sont des fonctionnaires, sont payés, ils ont un salaire qui leur tombe tous les mois. C'est ça. Et toi, tu es là sur le terrain à devoir trouver le plan B, le plan C, le plan D. Tu es livré à toi-même. Et chaque fois que j'ai été prêcher à toutes les églises, autant au niveau des personnalités politiques que des femmes qui étaient à des positions à bien la fille. Tout le monde te dit, ah il y a des appels à projets, il faut répondre. Mais tu réponds à un appel à projet, vous êtes 200 à répondre. Ils ont choisi 20. Vas-y déjà pour être dans les 20. Et toi, tu viens avec la sensibilisation à la santé. Alors, j'ai entendu tous les cas de figure. Non, ça, c'est la mutuelle qui s'en occupe. C'est pas dans mon portefeuille. Ah, mais il y a déjà des trucs. Je dis, mais je suis passée par là. Je sais, j'ai été toquée partout. Je demande partout. Moi, j'ai pas juste besoin d'un petit vernis sur mes ongles. J'ai pas besoin d'une perruque. J'ai pas besoin d'un massage. Moi, j'ai besoin d'action et j'ai surtout besoin qu'on aborde cette réalité par rapport aux femmes entrepreneuses, mamans, qui font face à la maladie. Qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'elles sont? Et en fait, il n'y a personne qui se répond. Et Bao a d'abord essayé créé pour ça, parce que je voulais prendre cette parole et leur dire, je suis là, voilà ce que j'ai traversé, voilà la réalité, et je suis loin d'être la seule. Et en fait, en fin de compte, tu te rends compte que tant que les gens ne sont pas passés par là eux-mêmes, en fait, tu leur parles. Exactement. C'est pas eux, quoi. C'est un peu comme ce qui se passe partout dans le monde. Entre Gaza et le Congo et Kaboul, je suis pas là, tu vois, c'est pas moi. Exactement. Moi, tout va bien. Moi, j'ai un Exactement. salaire qui me tombe tous les mois. Moi, j'ai mon réseau. Moi, j'ai ma maison. Mais toi, au fait, démerde-toi, quoi. Et j'ai vraiment ce que j'ai ressenti. C'est ça. J'ai eu vraiment, je pense que les femmes sur lesquelles j'ai pu vraiment compter, je les compte sur les doigts de mes deux mains. Des femmes vraiment sincères, des femmes qui sont engagées par rapport à cette réalité et aussi à la parole des autres et à la place des autres au milieu entrepreneuriat. Il n'y a pas cette sororité que je déplore, mais je pense que il y a cette rivalité aussi, et quand il y en a qui prennent la place, en fait, elles ne partagent pas la part du gâteau. C'est tout pour moi. Mais bon, c'est pas grave parce que maintenant, je la retrouve avec mes membres. Et du coup, par exemple, au début, c'était la sensibilisation et prendre la parole et leur dire, on est de plus en plus jeunes à être touchés par le cancer, mais en même temps, quand tu vois ce qu'on nous met dans nos produits, nos serviettes hygiéniques, nos crèmes, nos produits make-up, C'est même ça. maintenant les vernis semi-permanents, en soi, l'eau en bouteille, la nourriture, tu dis, mais à quel sein je me vouais là? La qualité de l'air, la qualité des sols, absolument, en fait, absolument. C'est un miracle aujourd'hui que de passer à travers le cancer. ouais, Bientôt, c'est ça, ouais. quoi. Bientôt, c'est ça dont on parle. Et là, maintenant, en fait, la sauce, c'est vraiment plus pour accompagner ces femmes à reprendre une place et surtout à revendiquer. Et en fait, on adore écrire, on adore parler et je les pousse à ça. Donc, on vient de sortir un livre, il y en a au moins 5 qui ont écrit des livres. Un truc de fou. En fait, on se rend compte que nos mots ont de la valeur et ont du poids. Et c'est notre arme, en fait. C'est le poids des mots Absolument. et parler, 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 Absolument. aller partout là où on nous attend le moins, faire du bruit, parler de notre réalité tout en sensibilisant. La sauce fait partie de la Fondation contre le cancer, de la Fédération des patients aidants, la LUS, et maintenant de la plateforme Patient Expert Center, qui est une plateforme qui a été créée par un monsieur qui a aussi eu un cancer pour valoriser la place du patient et la valeur du patient. Et du coup, on va, parce que j'engage aussi mes membres à devenir acteurs et actrices du changement, parce que je leur ai dit, moi, je fais partie de la chaîne, mais moi, il y a des fois où je suis fatiguée. C'est ça. Il y a des fois où j'ai ma fille qui a ses activités. J'ai des fois où j'ai des obligations familiales. J'ai aussi mes obligations à l'hôpital. Et donc, je ne peux pas faire cette bataille. C'est pas une bataille, je me rends compte, c'est plus une bataille. En fait, je ne peux pas faire cette mission seule. J'aime pas trop ce nom bataille, combat, parce que voilà, en soi, c'est une réalité. Mais au départ, ça l'est. Je pense qu'au départ, tu vois, Jade, elle disait ça aussi dans son épisode sur comment est-ce qu'elle a vécu son diagnostic et maintenant comment est-ce qu'elle a apprivoisé la sclérose en plaques. Et je pense qu'au départ, en tout cas, moi, je sais qu'au départ, j'étais vraiment en mode warrior de la sarcoïdose, je vais batailler, je vais pas me laisser faire. Voilà, après, j'ai passé 2 ans au fond de mon lit. Donc vraiment, j'avais besoin de pouvoir être dans ce mode combatif. Et au bout d'un moment, en effet, tu apprends que de toute façon, tu peux pas te battre contre ton corps et tu dois faire avec. Et tu dois apprendre et apprivoiser et reconnaître les signaux et apprendre ce qui va te faire du bien, ce qui va faire du bien à ton corps, ce qui va te réconcilier avec ton corps. Et on a toutes nos trucs et astuces. Moi, vraiment, ça a été de faire du yoga, de partir en Inde et d'avoir ce temps-là. C'est vraiment ce qui m'a réconciliée à moi-même.
Et en même temps, en effet, être survivante du cancer, souvent c'est comme ça aussi que les femmes qui sont passées à travers le cancer sont nommées. En effet, au bout d'un moment, tu es comme, en fait, ce vocabulaire guerrier, finalement, aujourd'hui, là où j'en suis sur mon chemin, il ne m'aide pas. Pour autant, au début, tu te dis, non, non, l'histoire, elle se finit pas comme ça, tu vois. Et surtout quand tu es diagnostiquée, toi, à 40 ans, moi, à 30, tu te dis, non, l'histoire, elle se termine pas comme ça. J'ai tellement de choses à faire, tellement de projets, tellement d'envies. Je ne vais pas me laisser faire. Et au bout d'un moment, en effet, je pense que c'est aussi un gros travail intérieur et ça dépend du système du soutien dont tu parlais tout à l'heure qu'on a. On commence à se dire, OK, on va faire les choses différemment parce que finalement, c'est pas un sprint comme le système de soins voudrait nous le faire croire. C'est un marathon. Et finalement, ça devient une maladie chronique. Et nous, ces maladies chroniques, on les porte en nous et on va les porter en nous pendant encore des années. Et notamment, comme tu disais, les conséquences des traitements, les douleurs, les pertes de mémoire, la fatigue. Et ce truc de revenir, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, tu ne reviens pas. C'est que tu prends, comme tu disais, ta place différemment et tu existes dans ce monde différemment parce que tout ce qui est mis en place est mis en place pour les personnes qui sont en bonne santé, pour les personnes qui ont du capital, pour des personnes qui ont du réseau, pour des personnes qui, voilà, où effectivement, il suffit de leur mettre 2-3 outils supplémentaires et elles peuvent se lancer. Mais quand toi, déjà, tu viens de 100 mètres derrière la ligne de départ et que en plus, tu as des éléments qui te tirent en arrière, comme la maladie, comme le genre, comme l'ascendance ethnique, mais en vrai, ce que tu as fait, ce que tu as fait, ce que tu as fait, en effet, c'est des choses, tu as envie d'hurler. En fait, le problème n'est pas là, le problème, il est systémique. Et de parler et de dire les choses et de poser les mots sur les mots, MOTS, AMAUX, c'est exactement aussi pour ça que moi j'ai lancé le podcast. Et c'est pour ça que vraiment, le credo du podcast, c'est dire, c'est agir et que agir, c'est commencer à guérir et qu'ensemble, on est plus forte. Et en effet, dans une société en plus capitaliste et patriarcale, où dès le départ, on nous apprend dès qu'on peut le comprendre qu'entre femmes, de toute façon, on est dans la concurrence et qu'il n'y a qu'une seule place au sommet. Déjà, t'es comme, on va tous se calmer avec la notion de sommet. Et c'est pas vrai, il n'y a pas qu'une place. On est là, on est 8 milliards, donc il n'y a pas une place. Il y a de la place pour tout le monde. Mais par contre, il y a un système capitaliste et patriarcal et raciste, il faut aussi dire les mots, qui fait qu'il y a beaucoup de gens pour qui, en fait, il n'y a aucune place. Et cette place, il faut se la créer. Et c'est d'autant plus d'énergie. Et comme tu le disais aussi très bien, pendant ce temps-là, tu as ta vie familiale, tu as aussi ta santé dont tu dois continuer à t'occuper. Et pour autant, tu t'investis de cette mission, de ce que tu as vu autour de toi et que tu trouves insupportable. Et vraiment, je te félicite. Et vraiment, c'est un grand honneur, une grande fierté pour moi de t'avoir dans le podcast et de t'avoir dans cet épisode. Voilà. Juliette, Oui. merci à toi. Juliette, voilà, je suis désolée, on aurait envie de parler encore plus longtemps. Ouais. Mais on se voit bientôt pour le bounce back, le Voilà, donc rebondissement. j'aimerais qu'on parle de ça. Justement, revenir après la maladie. Et ça aussi, je pense qu'il faudrait que je fasse tout un épisode sur cette notion de revenir et sur cette notion d'avant. Ouais. Le 10 et 11 octobre, toi et moi, on va se voir dans ce magnifique festival que tu organises pour la 3e année consécutive, me semble-t-il. 2e année, qui s'appelle le Bounce. J'ai fait 2 conférences avant. J'ai fait 2 conférences et là, c'est le 2e festival. Le 2e festival, ok. Donc, le Bounce Back Festival qui est, revenir après l'épreuve du cancer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire, voilà, ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va pouvoir y apprendre? Le Bounce Back Festival, c'est un festival que j'ai lancé l'année dernière, 2024, sur comment rebondir après la maladie de longue durée. Le Bounce Back est né dans la suite de mes actions pour mettre en lumière cette réalité et surtout pour tisser des liens. Parce que dès que tu es diagnostiqué, en fait, tu as une armée de personnes qui sont là autour de toi pour t'accompagner, des coachs, des nutritionnistes, des psys, des kinés, des coachs de développement personnel. Et en fait, c'est souvent des indépendants. Et tu te rends compte que ces indépendants-là ne sont pas mieux lotis que toi parce que, en fait, ils ne sont pas à l'abri aussi de tomber malade. Et souvent, ils ont les triples casquettes entre anciennes patientes, aidantes, proches et soignantes. Et plus les autres casquettes, si elles sont maman ou pas, si elles sont en couple ou pas. Donc, et chaque fois quand je les rencontrais, je dis, mais vous ne vous rendez pas compte du bien que ça me fait, juste ce massage, juste cette petite séance, juste ce moment de partage. Et j'ai envie de le partager parce que je rencontre plein de femmes autour de moi un peu paumées. L'hôpital les a fixées, mais en dehors de ça, il y a tellement d'autres fractures qui ne sont pas fixées. Et tout le monde n'a pas cette notion d'aller voir, le besoin aussi d'aller voir un psy, ou même cette notion de se dire, en fait, un psy, ça se fait du bien. Moi, quand je dis chez moi, je vais voir un psy, c'est « ça va? T'es ta folle ?» Je dis « tout va bien. » « Oui, oui, ça fait du bien. Je te conseille. »
Mais voilà, je suis une des seules dans ma famille. Je conseille aussi. Ah, la thérapie, c'est magique. Je crois que je suis une des seules dans ma famille qui consulte. Elles sont plutôt abonnées en mode quand ça va vraiment pas bien, là on va aux urgences. Et ou quand on va chez le médecin, c'est qu'on est coincé, qu'on ne sait plus se déplacer. C'est toujours à la dernière minute. Et j'avais envie de rassembler tout ce monde, tout ce beau monde, dans un seul et même lieu pour se rencontrer, échanger et s'inspirer et rebondir ensemble. L'année passée, on a fait une première édition. On a eu 400 personnes. Je ne m'attendais pas à que ça soit salle comble. Il y a eu des conférences, il y a eu des ateliers, il y a eu des espaces de networking. Et je me suis dit, mais en fait, ces deux mondes sont connectés. Autant le milieu entrepreneur que le milieu bien-être et développement personnel et santé. J'avais envie de continuer cette lancée dans ce festival. Et là, cette année, on voit plus grand parce qu'il y a de plus en plus de gens malades de longue durée. Je crois qu'il y a plus de gens malades de longue durée que demandeurs d'emploi en Belgique. On a plus de 1 million d'aidants proches, dont plus de 60% c'est des femmes. Souvent, elles arrêtent de travailler pour prendre soin de leur mari, de leurs enfants, de leurs parents, de famille. En fait, il n'y a personne qui prend soin d'elles. Et l'idée du festival, c'est vraiment soyons ensemble, partageons, échangeons, connectons-nous et rebondissons ensemble parce que le but, c'est de tisser des liens, de se reconstruire parce que c'est vraiment un processus de reconstruction. Et j'ai envie que ça soit inspirant. Et j'ai envie que ça représente la diversité, la multiculturalité, l'intergénérationnel, que ça soit vivant et que ça soit un boom d'énergie. L'année passée, je crois qu'il m'a fallu 1 mois pour redescendre mon nuage tellement j'étais... l'adrénaline était genre, j'étais partout. Je courais, j'ai passé mon temps à courir d'un endroit à l'autre, rencontrer. Et c'est bon, ça fait du bien parce que tu te dis, mais je suis pas seule. Et surtout, il y a tellement de beaux projets, des femmes incroyables que j'ai rencontrées, des femmes vraiment qui portent l'autre dans le cœur. Bah, toi, t'en fais partie. J'ai envie de réunir tous ces gens c'est un mélange entre un salon entrepreneurial, un salon bien-être, un espace de développement personnel. Il y aura des conférences, il y aura des ateliers, des networking. Cette fois-ci, il y aura au moins une dizaine d'auteurs et autrices, des femmes qui ont écrit des livres suite à leur expérience. Pas que cancer, c'est vraiment une épreuve de la vie, un deuil, et qui ont rebondi d'une façon ou d'une autre. Il y aura aussi une expo photo avec une autre association avec laquelle je travaille. Elle accompagne les jeunes en insuffisance rénale. Elle est photographe, Soumia. Soumia des Et guerrières il y en aura... pyjama, qui est également une invitée de la saison 2. Ouais, non, elle est juste celle-ci. Moi, elle m'épate à chaque fois. Hein. Et elle me dit chaque fois, Juliette, tu m'épates. Du coup, on s'épate l'une et l'autre. Il y aura toi avec le podcast. L'idée, c'est qu'on vienne et qu'on se dise, j'étais dans un truc où en fait, on me parlait par rapport à mes besoins et par rapport à ma réalité. J'ai rencontré des gens inspirants. Je sais que je traverse cette période-là maintenant, mais je sais que ça ira mieux demain. Et surtout, si besoin, je sais vers qui aller. Parce que moi, je pars du principe que j'aime pas quand les gens m'appellent en me disant, voilà, c'est quoi, voilà mon problème. Moi, j'aime pas laisser les gens dans le vide. Je leur dis, OK, j'ai peut-être pas la solution, mais je me renseigne. Et je trouve la solution parce qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours quelqu'un qui connaît une personne, qui connaît une persienne. Et en fait, ça, c'est domino. Et tu as fait un levier vers le haut. Et en fait, je le sais pour les futures générations, parce que la plus jeune de mon association, Sabrina, elle a 26 ans. Elle a été diagnostiquée en retard. Elle était le premier cas de sarcome en Belgique. Et aujourd'hui, elle termine ses études comme infirmière. Et elle a écrit un livre. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment ces personnes qui me portent et qui font que tous les matins, en fait, quand je me lève, je me dis, voilà pourquoi Baob est là. Et on a encore des longs jours. Malheureusement, on est de plus en plus jeunes à être impactés par le cancer. Ça a un impact direct sur notre fertilité, sur nos développements personnels, sur nos développements professionnels aussi. Mais voilà, il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas les éviter. Mais maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Et que ça soit utile pour toi, avant que ça soit utile juste pour les big pharma qui peuvent le rentabiliser. Il faut que toi aussi, tu puisses rentabiliser et que tu rentres aussi dans l'équation. L'idée, c'est vraiment de parler de la maladie. En fait, la maladie fait partie de la vie. Exactement. Et la maladie n'est pas une fin en soi. Et on peut vivre avec la maladie parce que j'ai aussi des cas dans mon assos, des femmes qui sont porteuses de métastases, mais qui vivent, qui ont des projets ou qui ont des douleurs chroniques ou des handicaps invisibles. Et du coup, l'idée, c'est vraiment, on peut aussi se reconstruire malgré la maladie et on peut aussi se réinventer. Mais on peut se réinventer. Parlons-en ouvertement, sans tabou, sans filtre, surtout dans un esprit positif et aussi un esprit de renouveau, de renaissance et de revalorisation de la personne. Parce que souvent, on est relégué déjà au niveau société, au niveau institution, au niveau même prise en charge. On est relégué. Dès qu'on a des problèmes de santé, on est mis au bout du rang, là, au bout de la file. Au bout de la file. Alors qu'en fait, non. On devrait être en premier sur la ligne
en premier par rapport à la prise en charge, en premier par rapport à l'accompagnement. Et moi, j'ai vraiment envie, comme je disais, j'ai pas juste envie de faire partie des stats, je fais partie des stats et je veux que ma parole compte et je veux que ma position compte et mon vécu compte. Parce que je veux que ça soit utile Absolument. et pas juste un peu comme si demain je suis plus là, j'ai pas juste envie qu'on me dise elle est morte d'une longue maladie. Et non, elle a tout fait pour vaincre cette maladie C'est ça, et le dire. c'est ça. Elle a continué à vivre et elle a eu des projets et elle a aidé d'autres personnes, elle a soutenu d'autres personnes. Oui. Et vraiment, c'est magnifique. Et je pensais que j'étais la seule. On sera présent avec Michel au Bounce Back Festival pour venir faire des petites capsules et recueillir les paroles des femmes de l'association. Juliette, si tu avais un mot que tu aurais aimé entendre à l'époque, tu as un petit peu abordé tout à l'heure le fait de dire les choses. Et voilà, s'il y avait quelque chose de spécifique que tu aurais aimé ou que tu dirais à la toi de l'époque ou une personne comme toi aujourd'hui qui, et d'autant plus après avoir accouché, a reçu un diagnostic comme ça de cancer ou de maladie grave, qu'est-ce que ce serait? Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule, hein. Et aussi que oui, c'est possible de reprendre ta place, mais pas la place que tu as laissée avant de tomber malade. Et aussi de croire en toi parce que je pense qu'on perd énormément de confiance en soi pendant tout ce processus et de oser à nouveau. Ça fait beaucoup, hein, mais Oser à nouveau. Oser à nouveau, je trouve ça magnifique. ouais, oser à nouveau. Et croire en soi. Et peut-être aussi, moi, ce que j'entends aussi quand tu dis ça, et dans mon expérience personnelle, c'est que la place que tu as laissée, elle est toujours là, elle est toujours la tienne et tu es toujours toi. Oui. Simplement, tu vas l'habiter et tu vas t'habiter différemment aussi. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Oui. Et aussi aller jusqu'au bout de tes projets parce que souvent, les femmes que je rencontre maintenant, comme elles voient que j'ai plein d'idées, plein de projets, chaque fois elles se disent Juliette, qu'est-ce qui est et il y a combien de Juliette là? Parce que je leur dis, en fait, si moi je réalise pas ça aujourd'hui, je sais pas, demain, j'aurai peut-être pas cette force et ce courage De quoi demain sera fait. d'aller jusqu'au bout. Ça te coûte quoi en fait d'essayer? Au moins, tu auras essayé, au moins, tu auras testé et ça fonctionne pas, tu passes à autre chose. Et j'ai plus envie de vivre avec des regrets, des remords. En fait, j'y vais et je me dis, il y a des choses qui se font, il y a d'autres qui se font pas, il y en a qui se font par après. Mais au moins, il y a plus, ça reste plus dans ma tête, ça reste plus dans mon cœur, ça reste plus. Je partage, et j'adore en fait, parce que chaque fois, je pense être la seule, comme tu dis, je pensais que j'étais la seule. Et en fait, tu te dis, non, il y a d'autres personnes. Ce projet de coécrire, je pensais que j'étais la seule. Et là, on est 6 à avoir écrit et c'est beau parce que c'est puissant. Et on a été accompagnés par une chercheuse qui nous vient du Canada. Donc, tu te rends compte que on pense souvent être la seule, mais en fait, on est loin d'être les seuls. Et juste le fait de le partager, et ça fait un bien fou. On a plutôt C'est besoin puissant, en de fait, se le connecter. partage. Ouais, la connexion, Ouais. tout à fait. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Si tu pouvais partager ça avec nous. Je me suis remise au sport. Ça fait, je pense, depuis la naissance. D'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus. Ma fille va sur ses 8 ans. Waouh! Et en fait, j'ai eu une grossesse hyper compliquée. Donc, pendant toute l'année de grossesse, j'ai pas vraiment fait du sport, à part aller faire des sports doux, piscine et la marche et encore, quand je pouvais. Là, j'ai repris le sport. Avec une coach, une de mes membres, je porte du poids de nouveau. J'arrivais plus à porter plus rien, en fait. Je portais mon poids, mais c'était tout ce que je pouvais porter, mon poids. Ça fait 4 mois que j'ai commencé de coaching personnel. Je nage aussi avec ma fille. On va à la piscine une fois par semaine et je continue la kiné. Parce que de temps en temps, les douleurs sont là. Je vais au hammam aussi avec ma meilleure amie une fois par mois. On se fait vraiment des petites bulles hammam. J'essaie de passer un maximum du temps avec ma famille, même il y a toujours cette notion, c'est jamais assez. J'écoute beaucoup de podcasts. C'est super ressourçant. Le tien, celui de INSAF, Ma Juste Valeur et d'autres encore. Génial. D'écouter les paroles des autres parce que je trouve que c'est super puissant. Le pouvoir des mots est puissant. Je lis aussi quand je m'endors pas, parce qu'à 8h, je suis KO. À 8h, je fais dodo. Moi, c'est 21h30. Je lis l'histoire à ma fille et en général, je m'endors avant elle. Mais je suis réveillée à l'aube, parfois à 5h, 6h, je suis déjà debout. Donc en général, c'est à ce moment-là, j'ai plein d'idées. Je suis pas mal sur le terrain, donc chaque fois qu'il y a des opportunités qui se présentent, si je sais pas y aller, je fais en sorte qu'une de mes membres aille. Parce que ce qui est beau chez Birth, c'est que j'ai des patients, j'ai des aidants proches, j'ai des soignants, j'ai des citoyens, j'ai vraiment intergénérationnel. C'est vraiment une belle palette de couleurs. Et en fait, c'est toutes des personnes riches. Elles sont des personnes ressources pour moi. Et je me rends compte que c'est une chance inouïe de pouvoir vivre cette expérience avec elles et de le partager.
Donc je suis beaucoup dans le partage Magnifique. et dans l'échange et en fait, elle me donne tellement que voilà, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse, me faire, c'est, d'avoir un merci, d'avoir, des petits smileys, d'avoir, ouais, des résultats. Bah, j'ai réussi mon examen ou, l'examen a été OK, tout est bon, prochain check-up dans X temps. Des petits trucs comme ça du quotidien et qui font toute la différence. Qui font toute la différence. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La santé, je pense que la santé, c'est vraiment le plus beau des cadeaux qu'on puisse souhaiter à tout le monde. Bah, que on puisse, prendre de plus en plus d'ampleur. On est déjà en train de prendre de l'ampleur. Être reconnu comme allié et comme partenaire au niveau santé et au niveau bien-être et aussi au niveau développement personnel parce qu'on a tendance à dissocier santé, bien-être et développement personnel et développement professionnel Tout à fait, et pour moi, ça fait un. Les 4 vont ensemble. tout à fait. Et il faut que les 4 soient alignés, équilibrés et accessibles à toutes et à tous et que ça ne soit pas réservé à une certaine élite ou une classe sociale. Il faut que ça soit accessible. Ça, c'est vraiment ma mission, c'est que tout à chacun, tu ne veux pas faire abstraction aux problèmes de santé, tu ne peux pas faire abstraction à la réalité de la vie, mais au moment où tu tombes, tu as des gens qui sont là pour t'aider, pour t'accompagner, te soutenir et que tu puisses reprendre cette place à ta juste valeur. En fait, tu es un peu entre ma juste valeur de Insaaf El Hassiny et je pensais que je n'étais pas la seule. Et du coup, je trouve ça tellement beau, en fait, de vivre maintenant, aujourd'hui et avoir des femmes comme ça, autour de moi. Donc et vous serez toutes les 2 là pour le festival. Oh, merci. Vous êtes mon cadeau, je pourrais pas mieux espérer. Merci beaucoup. Merci infiniment, Juliette, d'avoir été là avec nous. Et donc, on se voit dans quelques jours pour le Bounce Back Festival. Ça va être super. Vraiment, bravo pour tout ce que tu fais, pour tous les sujets que tu mets sur le tapis. L'après-cancer, c'est tellement important, on en parle tellement peu. Il y a toujours des études qui sortent et c'est important qu'elles soient là. Pour autant, on a vraiment aussi besoin de pouvoir poser des mots et des expériences là-dessus. Donc vraiment, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et à très bientôt. Ciao, ciao. Et merci à toi qui nous a écoutés. Merci d'être là. Merci pour ton temps. Si cet épisode t'a touché, s'il t'a parlé, je t'invite à le faire vivre, à le partager avec une amie, une femme que tu connais et toute autre personne qui en aurait besoin. Je t'invite également, puisque c'est l'heure des réseaux sociaux, à liker, commenter, t'abonner et à nous retrouver sur les réseaux @j'étais la seule pour continuer la conversation, soutenir cette communauté et si tu le souhaites, toi-même venir déposer ton vécu. Parce que chez Je pensais que j'étais la seule, on sait que parler, c'est déjà agir et que agir, c'est commencer à guérir. Prends soin de toi et à très bientôt.